On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau maire de Venise en Québec, Raymond Paquette, qui prend la relève de Jacques Landry, qui était là depuis les 16 dernières années. Mais d'abord, on parle beaucoup de santé mentale cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est belle cause pour la cause. Il y a un entrepreneur de la région qui a levé le voile sur sa situation de santé mentale de la dernière année. Avec Belle cause pour la cause, on est dans une semaine du mois de janvier où on parle beaucoup de santé mentale. Il y a plusieurs personnalités qui en parlent de leur expérience et les gens s'ouvrent de plus en plus et on sent qu'il y a heureusement de moins en moins de tabous à en parler. Et il y a quelques jours à peine, je regardais mon fil d'actualité Facebook et je suis tombé sur une publication d'un ami Facebook, mais quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà un peu, qui est l'un des fondateurs de la bannière Tite Frette, Carl Magnonet, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Ça va bien, Rick? Très, très bien. Puis vous aussi, parce que là, vous êtes passé quoi, de 4 à 26 boutiques en le temps de le dire? Exact. En moins d'un an, littéralement. Ouais. Mais ça a été pour toi une année difficile. Ouais. Effectivement, je pense que d'emblée, là, de faire ce qu'on a fait, de mettre sur place un réseau de franchises, d'ouvrir littéralement 22 boutiques en moins d'un an, ça fait en sorte que c'est un challenge en soi. Mais au-delà de ça, on vit des scénarios, des fois, qu'on ne s'attend pas. On se met nous-mêmes de la pression. Et là, en plus de ça, bien, il peut y avoir de la pression externe qui fait en sorte que ça peut être un petit peu plus difficile. Tu dis dans cette publication, qui n'est pas très longue, ouais. Tu dis « J'ai le goût de vous partager quelque chose de personnel ce matin. Tu expliques un peu que, bon, évidemment, la franchise, les défis, tout ça, puis il y a la COVID à travers ça. Mais tu dis, en plus de cette croissance fulgurante, il y a eu des apprentissages en cours de route. Ouais. Tu dis « J'ai vécu de l'intimidation, des menaces, de la méchanceté de la part de mes compétiteurs. » Comment as-tu apprivoisé, disons, ce nouveau contexte dans lequel tu as dû travailler? Je pense que c'est complètement inattendu. Tu sais, les gens s'attendent à des entrepreneurs comme quoi qu'on a la réponse à tout, on a une carapace, on est prêt à tout faire et à tout risquer. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que nous aussi, on fait des erreurs, nous aussi, on apprend. Puis il faut être sensible à ça, il faut être ouvert à ça. Le problème, c'est quand les gens, la compétition ou les gens qui ne connaissent pas commencent à porter jugement et en plus te rajoutent une pression inutile, c'est là qu'un entrepreneur peut vraiment commencer à se poser des questions s'il est assez, s'il est capable de le faire, si on va se rendre compte, si on va réaliser l'objectif. Fait que c'est ça qui a été dur la première année, c'est de se dire, bien moi, je me mets tellement de pression pour performer. Et c'est comme si je ne me donne pas le droit d'être imparfait ou de faire des erreurs. Et c'est là que ça devient plus difficile. Et tu dis, et ça c'est une phrase intéressante, tu dis des adultes, c'est pire que des enfants. Et là tu continues, tu dis les combinés de tout m'ont créé du stress, de l'anxiété incomparable. Et croyez-moi, étant gay, j'ai vécu de l'intimidation dans mon jeune temps. Je reviens à ça, tu dis des adultes, c'est pire que les enfants. Tellement. En quoi l'intimidation sur ton orientation sexuelle quand tu étais jeune versus aujourd'hui, de l'intimidation de la part des compétiteurs, en quoi c'est différent ou pas différent? C'est ça, c'est quasiment pas différent. Quand on est jeune ou quand on se rappelle de notre jeunesse, on se dit « Ah, oh, c'était des enfants ». Hein? C'est ça qu'on se dit. Moi, je me suis dit, les enfants, ça n'a pas de filtre. Donc, ils voyaient que j'étais différent. Donc, ils me disaient que j'étais différent. Un adulte, on est censé être capable d'avoir un filtre. On est censé comprendre ce que l'autre peut vivre. On est des adultes. Hein? Donc, je me disais, on vivra jamais ça en étant adulte. Mais au contraire, même les gens qui ne te connaissent pas, derrière un écran, c'est facile de critiquer, c'est facile de porter à conclusion sans savoir le pourquoi du comment. Et c'est ça que j'ai trouvé difficile cette année. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, ces réseaux sociaux, parce que souvent, les gens ont tendance à penser qu'ils sont tout seuls à l'intérieur de ça, puis ils pensent qu'ils vivent un scénario qui est complètement unique à eux, mais pourtant, ça ne l'est pas. En même temps, ce que je constate avec le temps, c'est que évidemment, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont plus perméables que d'autres à l'intimidation. Je prends un exemple connu, Danny Turcotte, qui était co-animateur de Tout le monde en parle. C'est très bien que quand tu co-animes une émission de télé, tu vas recevoir des bons commentaires, mais tu peux ne regarder que les mauvais. Et visiblement, lui, après 16 ans, ça l'a éteint complètement. Il était rendu pratiquement malade de ça. Il commence à peine à s'en sortir.
le fait de voir des gens de la compétition, du monde que tu connais même pas, s'attaquer à toi, tu aurais pu les ignorer, mais visiblement, ils t'ont atteint quand même. Absolument. Je pense qu'on est tout un peu... On a une certaine limite qu'on peut atteindre. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand que quelqu'un attaque non seulement la personne, mais les gens alentours qui, en plus, n'ont rien fait, eux autres non plus, puis que là, ça commence à les nuire, ça commence à leur faire poser des questions à eux et tout. Tu sais, ça devient très difficile. Ce que je trouve, par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'animateur, il y a totalement raison. À un moment donné, il faut absolument qu'on ne regarde pas ces commentaires-là. Il faut qu'on continue de forcer. Puis ça a été ça mon plus grand apprentissage cette année. Ça a été de se dire, tu sais quoi, peu importe ce qu'on va faire dans la vie, on va toujours se faire critiquer. Puis il faut passer à travers ça, puis il faut passer à autre chose, puis il faut se faire confiance, puis il faut être moins difficile sur nous-mêmes. Avec le recul, est-ce que tu pourrais dire maintenant, aujourd'hui, dans le fond, c'est une bande de jaloux, puis on les dérange? Bien, clairement, si la personne a fait de l'intimidation, clairement, elle n'est pas bien. T'sais. Puis moi, je me suis toujours dit, puis je vais faire le parallèle de ça, Éric, l'une des personnes qui m'a le plus niaisé à l'école, au secondaire, aujourd'hui, est gay. Donc, mais, ça t'en dit long. Honnêtement, on est surpris? Bien, je pense pas. Non. Moi, très souvent, puis tu sais, c'est pas un sondage scientifique, mais du haut de mes 51 ans, l'expérience de vie, tu voulais dire que les gens qui ont déjà été très homophobes, dans certains cas, on n'est pas très surpris, 10 ans, 20 ans plus tard, d'apprendre qu'ils sont finalement gays. Oui. Parce qu'on se rend compte que ces gens-là, ils s'aiment pas et ils projettent ça sur les autres. Ouais. Donc, quelqu'un qui est jaloux ou qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, c'est parce qu'à quelque part, il n'est pas satisfait de ses propres résultats. Est-ce que la bière s'est associée à la virilité masculine? Sûrement. Tu penses-tu que d'être gay puis d'avoir une franchise de microbrasserie, que ça dérange du monde? C'est clair que c'est pas typique. Je pense que, oui, on l'a mentionné à quelques reprises dans les méchancetés qui ont été envoyées ou quoi que ce soit, mais clairement, c'est pas typique. Quand on regarde des microbrasseries aujourd'hui, il y a une propriétaire trans, il y a un gay ou deux peut-être propriétaires de microbrasserie, et ensuite, il y a Jérémy et moi qui a lancé la chaîne Petite Frette, et c'est à peu près tout de ce que je sais. OK? Donc, clairement, on est une minorité à travers tout ça. Maintenant, est-ce que c'est une raison de s'empêcher d'aller de l'avant, de tout faire? Non. Je pense que la communauté de microbrasserie, c'est une communauté extrêmement accueillante. Bien au contraire, je me suis jamais senti pas accueilli. Je pense que c'est certains individus plus spécifiques qui, peut-être, justement, ne sont pas bien avec eux-mêmes. Est-ce qu'on peut appeler ça un coming out de santé mentale? Peut-être. Mais tu sais, dans le fond, le parallèle que j'ai fait par rapport à quand j'étais jeune, par rapport à l'intimidation d'être gay, c'est juste un parallèle de se dire, j'aurais jamais pensé vivre de la crainte personnelle, de l'intimidation en étant adulte. Je pensais que c'était quelque chose qu'on vivait juste quand on était jeune. Tu poursuis, tu dis, je suis heureux de vous annoncer que je vais mieux. Depuis une semaine, je n'ai plus besoin de mes pilules anti-stress. J'accepte mieux les choses. Bref, tu dis, j'ai eu recours à de l'aide médicale pour passer au travers. Donc ça, c'est un tabou parce que, au-delà du fait d'avoir une passe un peu moins bonne dans l'année, toi, tu dis, j'ai consulté. Oui, puis ça a été le plus dur défi. Parce que quand puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont se sentir comme moi, quand on a le goût de consulter parce qu'on se dit, mon Dieu Seigneur, il faut que je fasse quelque chose parce que là, je vais vraiment virer fou, on a encore peur du jugement, même du médecin. Fait qu'on a vraiment peur de ce jugement-là. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir cette crainte-là parce que quand j'ai parlé à mon docteur, il me dit, Carl, il dit, j'ai jamais eu autant de demandes. Ah non, je sais, cette année, c'est fou. La COVID a été extrêmement difficile sur plein de monde. Mais ça me rassurait juste d'entendre ça, je filais déjà mieux. Mais c'était quoi l'élément déclencheur entre te dire, ben là, j'ai une mauvaise passe cette année, puis ça va se replacer, et dire, ben là, je vais aller consulter. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que tu prends le téléphone et que tu prends le rendez-vous? Écoute, l'élément déclencheur, c'est vraiment... Pour moi, du moins, ça a été un peu l'agressivité. J'étais rendu antisocial, j'étais rendu tout m'agaçait, tout le monde m'énervait. Tu sais, c'était rendu que je savais tellement plus comment me tenir puis me focusser que je me suis dit, si je fais pas quelque chose, je vais perdre le focus de mon objectif.
Puis de consulter, puis d'avoir justement cette pilule anti-anxiété-là que j'ai eue, je te le dis, à peu près quelques jours plus tard, je me suis déjà senti, puis c'est ça que j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, je peux pas dire que je me sens en pleine forme, mais je me sens normal. Ouais. Mais souvent, c'est un domaine que je connais par la fesse d'à côté, parce que ma conjointe est une infirmière spécialisée en santé mentale dans une clinique. Elle disait comment il y a eu une augmentation fulgurante des demandes de nouveaux patients. Ouais. Puis avec la pandémie, beaucoup en fond de scène. Ouais. Puis souvent, ce qu'elle me dit, c'est oui, la médication, c'est pour aider quelqu'un à s'en sortir, mais ça ne règle pas tout. Non. Mais c'est comme le petit coup de pouce qui fait qu'on rebondit. Ouais, après ça, il faut travailler. Après ça, il faut faire ce qu'il y a à faire. Mais la médication, c'est pas grave de prendre des médicaments, là. Non, absolument. Puis, tu sais, il faut se dire aussi, c'est temporaire. Tu sais, moi, c'est ça que je me disais dans ma tête. C'est temporaire. Ouais. Je suis pas là pour me rajouter plus de pilules anti-stress. C'est temporaire. Puis le problème, c'est que durant la pandémie, le pic, on est encore un peu à l'intérieur, bien entendu, mais on n'avait pas de façon de se défouler. On n'avait pas de... Tu sais, on pouvait pas aller souper avec nos amis puis en parler. Exact. On pouvait juste le faire au téléphone ou en FaceTime, mais on est des êtres humains. On a besoin de cette chaleur humaine-là. Puis il n'y avait pas de façon. On ne pouvait pas aller au gym. On ne pouvait rien faire. Fait que c'est ça. Là, tu dis pour ceux qui vivent de l'anxiété, du stress, de la dépression, etc. Ouais. Là, tu y vas quasiment. Écoute, c'est presque... c'est Dr Carl qui nous parle. Entourez-vous de gens expressifs, positifs. Soyez pas gênés de consulter, bougez, lire un livre, prenez des vacances. Bref, tu y vas d'une dizaine de conseils. Ouais. Est-ce que ce sont les mêmes conseils que tu t'es appliqués? Exactement, à la lettre. Ah ouais? C'est vraiment, tu sais, quand on est désespéré, si on veut, on cherche des solutions. Puis j'ai trouvé plein de solutions pour m'aider. Je pense que les solutions qui m'ont aidé le plus dans tout ça, ça a vraiment été, premièrement, de parler plus fréquemment avec des gens positifs qui m'emmenaient à penser autrement, à être positif. Je pense notamment aux Dragons qui se sont joints à notre aventure. Tu sais, eux autres, ça a bien été, la pandémie, puis ça a été vraiment des mentors pour nous. Ils ont été très positifs, très supportants, puis ça a fait du bien de savoir que de ces gens-là derrière nous. Et là, explique-moi qu'est-ce qui t'est passé par la tête le 18 janvier à 8h36 quand tu as décidé de mettre cette publication-là sur Facebook. C'était un hasard complet par rapport à Bell Let's Talk parce que j'ai pensé après, j'ai dit, il me semble qu'on est dans la saison. Tu as mis le hashtag Belle Cause pour la cause en anglais, là? Ouais. Exact, je me suis dit, il me semble que c'est en ce moment. En fait, c'est que cette journée-là, j'avais une fierté de moi parce que, comme j'ai mentionné, ça faisait une semaine que j'avais vécu sans anxiété. Puis je me sentais vraiment bien. Je me sentais léger, puis les choses vont bien. Je comprends vraiment qu'il faut que je laisse aller. Puis c'est ça, j'ai voulu partager. Puis quand que je me suis rendu compte qu'en plus, c'était le mois de Bell Let's Talk, mais ça a bien à donner. Tu aurais pu le garder pour toi, mais tu as décidé de le partager. Pourquoi? C'était vraiment le fait que je pensais, quand je vivais tout ça, que j'étais tout seul. Et Éric, si tu savais le nombre de gens qui m'ont écrit après ça, là, dans les minutes qui suivent, j'ai reçu au moins une quinzaine d'amis très proches que je ne savais même pas qui avaient vécu une année difficile, puis qui vivaient de l'anxiété, puis il y en a qui ça faisait 2 ans qui étaient en dépression. Je pense que j'ai passé la journée à broyer avec les messages que j'ai reçus. C'était touchant. C'est le fait de voir des personnalités publiques ou des personnalités du monde des affaires ou locales, bref, qui décident de faire ce geste-là. C'est pour ça que je trouvais ça important qu'on l'entende ici même à la télé. Tu étais à la radio, bref. Et visiblement, tu as reçu beaucoup de commentaires à la suite de cette publication-là, peut-être même beaucoup plus que ce à quoi tu t'attendais comme réaction. Vraiment, j'aurais jamais pensé. Puis moi, ce qui m'a vraiment fait le plus de peine, c'est de voir à quel point j'avais des amis vraiment proches là, que je voyais régulièrement qui m'ont avoué avoir vécu la même affaire puis qui pensaient qu'ils étaient tout seuls. Bien, Carl, bravo. Bravo pour comme je dis, ce coming out de santé mentale. Si ça peut faire du bien à d'autres personnes ou les inspirer, bien, c'est un beau geste. Puis bonne chance pour la suite des choses avec Tite Frette. Je pense que... Y a-tu d'autres succursales qui s'en viennent? Là? Ça, c'est sûr. Il y en a déjà 15 de bouquets cette année. Puis merci aux médias en passant de mettre ça de l'avant parce que je pense que c'est vraiment important. Merci. Salut. Merci, Éric. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la dernière de janvier de Sport Express. Le grand Manitou des loisirs à la ville, Mario Bastien, qui est avec nous. Es-tu capable de dire son titre au complet? Oui, directeur loisirs, développement social et culture. Ah, trop long. Manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il y a eu des élections municipales partout au Québec l'automne dernier. Il y a des nouveaux visages, de nouveaux élus, de nouveaux maires dans la région. On en a reçu déjà quelques-uns ici à l'émission, Saint-Blaise, Saint-Paul, Saint-Alexandre, évidemment la mairesse de Saint-Jean. Mais aussi du côté de Venise, en Québec, il y a un nouveau maire quand même qui a pris la relève d'un qui était là depuis très, très, très longtemps. Et le nouveau maire s'appelle Raymond Paquette. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, vous étiez déjà quand même conseiller municipal sous l'ère du maire Landry, mais là, on vous a demandé de prendre la relève et visiblement, ça a fonctionné parce que vous avez été élu par acclamation. Effectivement. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le relais du côté de la mairie? Disons que quand j'ai commencé, c'était pas, je ne croyais pas m'en aller pour la mairie du tout. Il y a pas mal de gens qui commençaient il a commencé à me dire, mais pourquoi tu n'essayerais pas d'y aller, inclusivement Jacques Landry, il me semble que tu pourrais faire le job. Parce que j'ai été impliqué à Venise en Québec depuis 2014. Donc, j'ai embarqué avec Venise en Québec, j'ai fait plusieurs travaux avec eux autres. J'aime beaucoup la gestion, d'ailleurs, que j'ai embarqué dans la journée cycliste. Après ça, j'ai discuté avec mon épouse, parce que c'était quand même quelque chose c'est un couple. C'est une décision de couple à prendre. On s'est dit qu'on embarque là-dedans, puis on peut probablement faire la différence. Bon. En même temps, vous prenez la relève de Jacques Landry, qui était là pendant quoi? 16 ans, si je ne me trompe pas? 16 ans, 4 mandats, exactement. 4 mandats. Le visage de Venise en Québec a énormément changé depuis les 16 dernières années. Possiblement que les inondations de 2011 auront eu peut-être un peu de bon parce que ça a permis peut-être d'accélérer la transformation de Venise. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réelle destination touristique. La ville est en croissance. L'ex-maire nous disait qu'on n'a presque pas augmenté les taxes dans les dernières années parce que vous aviez des nouveaux revenus. Bref, la santé financière de Venise en Québec est assez bonne. Elle est très bonne. Elle est exceptionnelle présentement. Puis oui, comme vous dites, comme Jacques a parlé la dernière fois, le tourisme, on n'a même pas besoin de faire la publicité pour l'été. Le tourisme, on en a, c'est plein. C'est plein. Non, ça va très bien sur ce côté-là. C'est ça. Jacques avait une très bonne vision. Puis on est rendu, ce qu'on pense vraiment aujourd'hui, on est rendu à faire de la gestion. Le développement de Venise en Québec s'est fait quand même très bien. Les 16 dernières années, regardez ce que Jacques a accompli, c'était de toute beauté. Là, on est rendu à faire de la gestion. Le développement, on va continuer à en faire. Le tourisme, on va continuer à en faire pareil, mais il faut réellement s'en aller faire la gestion. Oui, on arrive dans une autre phase. Et là, je voyais d'ailleurs que la famille municipale est en train de s'agrandir à Venise en Québec. Je pense que vous avez des nouveaux employés, là. Oui, effectivement. On a changé de directeur général dernièrement. On a eu un nouveau inspecteur aussi. Cette semaine, on a un nouveau directeur de l'aménagement qui va rentrer. Non, ça se développe assez bien, puis on a une très, très, très bonne équipe. Très bonne équipe. Bon, une annonce importante aussi que j'ai vue passer tout juste avant les fêtes, c'est Internet au Richelieu avec sa fibre optique qui, ultimement, va finir par desservir votre territoire.
C'est une excellente nouvelle. Bon, pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que la télévision du Richelieu est diffusée au canal 109 pour les abonnés d'Internet au Richelieu, ce qui nous permet, nous, comme télé locale, de rentrer dans les foyers de la partie rurale de la MRC du Richelieu. Donc, nous, on était très, très heureux de ça. Mais moi-même, j'ai un membre de ma famille qui habite à Venise, puis je sais que l'Internet puis la télévision, ça reste un enjeu de longue date. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour vous d'avoir la fibre optique d'Internet au Richelieu? Ah, bien, c'est sûr qu'avoir de la fibre optique, c'est la rapidité qu'on va aller chercher, ça, c'est certain. Puis, je pense qu'ils ont commencé à faire le déploiement dans les maisons dernièrement. Mais ils commencent graduellement. J'ai parlé avec des gens de fibre optique de ISR, puis ils ont commencé à rentrer la fibre dans les maisons. Parce qu'on parle en tout cas pour la première phase, de 855 foyers, mais ultimement, une fois complété, ça pourrait monter à 1200 foyers. Donc ça va faire une énorme différence. Aujourd'hui, on parle de télétravail, donc quelqu'un peut habiter à Venise, en Québec, puis être en télétravail sans avoir d'ennuis techniques au niveau de son Internet. Donc juste ça vient y faire pour beaucoup, là. Effectivement. Et le télétravail, c'est le futur, d'ailleurs. La beauté du télétravail, c'est que ça nous donne un pool de gens qu'on peut aller chercher un peu partout. On peut aller chercher des gens très, très qualifiés pour faire... Ils peuvent travailler de la maison. Moi, je suis entièrement ouvert au télétravail. Bon. Là, on sait aussi que dans les prochaines semaines, là, je n'ai pas regardé récemment, mais bon, l'autoroute 35, le bout qui manquait est en train de se compléter. Donc, ça aussi pour la région de Venise, mais disons, dans la région élargie. Ça va être aussi un accès qui va être encore plus facile, autant pour celui qui nous vient des États-Unis que celui qui nous vient de Montréal. Bref, le fait de compléter l'autoroute 35 à 100 % ça vient aussi donner un petit plus à la région? Oui, effectivement. La seule problématique, ils ne veulent pas nous faire une sortie qui va nous emmener directement à Venise, en Québec. Donc, on va quand même continuer à prendre par Saint-Sébastien. Oui, c'est ça. Je sais que ça a été un débat. Puis finalement, on ne pouvait pas mettre les fameuses bretelles, ou bref, je pense qu'il n'y avait pas d'ouverture de la part de Transport Québec. Là. Effectivement. Ouais. Là, pour vous, c'est quoi les prochains défis qui vous attendent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à Venise, en Québec? Ce qui s'en vient, mais je pense que Jacques en avait parlé la dernière fois quand il a été interviewé par vous. On a un projet qui devrait être présenté par Port de Plaisance, mais j'attends encore parce qu'ils ne nous ont pas présenté leur projet encore. Il y avait une marina qui voulait mettre plusieurs bateaux, mais ils ne l'ont pas présenté encore au Conseil de ville. On a 2 projets domiciliaires qui s'en viennent. Il y en a un qui est assez gros, on parle d'une centaine de portes. Celui-là aussi pourrait, je dis bien pourrait, entre guillemets, avoir relocalisé l'épicerie de Richelieu, l'emmener dans ce domaine-là et avoir un Richelieu un peu plus gros. Sur quelle bannière, ce n'est pas encore confirmé. Puis après, on a un autre développement qui s'en vient d'une vingtaine de maisons dans le coin de la Pointe-Jamison. Quand même. Là, on sait que les pourvoiries ont fini par ouvrir. L'épaisseur de glace requise sur la baie Missisquoi était suffisamment correcte pour permettre les automobiles. Ça dure toujours quelques semaines, mais en même temps, on est dans un temps de l'année où on peut prendre de grandes marches, on peut patiner. L'an dernier, je suis allé me promener chez vous, il y avait un anneau qu'on avait fait sur le pourtour du lac. Ça aussi, c'est super plaisant d'aller faire un tour à Venise en plein hiver. Là. Exactement. Présentement, je parlais avec les gars de la voirie hier. Présentement, on a 2 grandes patinoires sur le lac. Ouais. On a un trottoir de glace de 3,2 km. On a des chemins de marche tout autour de la baie de Venise. On a aussi un sentier balisé de 8 km sur le terrain de golf. On peut faire de la marche, on peut faire du fight bike, on peut faire du ski de fond. Puis il y a bien entendu le sentier pédestre qui est de 6 km aller-retour en forêt. Bon. En terminant, qu'est-ce que ça change dans votre vie maintenant? Vous dites c'est une décision de couple de décider d'assumer la mairie d'une municipalité comme Venise en Québec. Donc, qu'est-ce que ça change dans votre vie maintenant? Bien, disons que, vu que je commence, à tous les jours, je vais faire un tour au bureau et m'assurer, j'ai ça, parler avec les employés, voir qu'est-ce qui s'en vient. Ça change. Disons que ça m'occupe assez. Bon. Vous étiez dans quel domaine de travail? Bref, c'est quoi un peu votre expérience, outre l'expérience municipale? Moi, j'étais dans une entreprise aérospatiale. J'ai travaillé pour 30 ans pour eux. J'étais gestionnaire dans cette compagnie-là. On parle de Pratt & Whitney Canada. J'ai pris ma retraite en 2013. Okay.
après une trentaine d'années pour la compagnie. Bon, et là, vous êtes quoi? Vous êtes un jeune retraité? Oui, si on peut dire ça, un jeune retraité. Oui, j'ai pris ma retraite à 55 ans. OK, quand même. Bon, c'était bien. Puis, ça. vous avez été conseiller pendant combien d'années à Venise avant d'être maire? De 2017 à 2021. OK, le dernier mandat. Donc, un mandat de conseiller. Le dernier mandat, effectivement. Bon. Et là, vous comptez vous installer à la mairie, quoi, pour 1, 2, 3 mandats? on verra. C'est ce que en avez-vous parlé à madame? Oui, exactement. Comme je dis, c'est une décision. Regardez, on est plus jeune, hein? Ouais. On peut juste regarder, est-ce qu'on va faire les premiers 4 ans, on va voir ce que ça va donner, puis après ça, on prendra une décision en temps et lieu. Bon, bien, on invite les gens à aller faire un tour du côté de Venise en Québec. 12 mois par année, là, évidemment, c'est des pourvoiries, c'est la pêche à la glace, mais après ça, évidemment, ça va être le golf, l'hôtel, les marinas, bref, ça roule 12 mois par année. Vous avez de superbes infrastructures maintenant. Si les mesures sanitaires peuvent être allégées éventuellement, ça va aider aussi ceux là, qui sont voués au tourisme, notamment avec le spa et tout ça. Donc, ça va devenir, ça aussi, un endroit de prédilection à aller. Exactement. Comme vous le savez, avec la pandémie, on a pratiquement tout annulé les activités qu'on avait. On en a gardé une pour le 12 et le 13 février, qui est le Fat Bike. Le Fat Bike et la famille en neige. Oui, puis il y a déjà eu dans le passé aussi un tournoi de hockey d'antan. Effectivement, vous avez raison. C'est une belle activité. Bref, en tout cas, en souhaitant que les mesures sanitaires finissent par être relevées pour les prochaines semaines, prochains mois et même en prévision de l'hiver prochain pour revenir à des activités auxquelles on était habitués. Bien, bravo à vous, félicitations. Bonne chance pour ce nouveau mandat. Et visiblement, je pense que Venise en Québec sera entre bonnes mains dans les prochaines années. Finalement, les gens doivent bien vous aimer parce que tout le conseil au complet est élu par acclamation. Exactement. Il n'y a pas trop de contestation. Non, c'est ça, c'est bon, ça. M. Paquette, merci beaucoup. Un gros merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. On en parlait cette semaine avec les gens de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc qui sont là pour venir en aide ou organiser l'aide aux sinistrés de l'incendie de la rue Le Sieur. On vous a mis à l'écran le numéro de téléphone si vous désirez devenir bénévole. On a besoin de bras, mais surtout le lien Internet pour donner, parce qu'ultimement, on a besoin d'argent et c'est très, très, très facile de faire un don en ligne à l'adresse qui apparaît actuellement à l'écran. À demain. Bye-bye.